Bonjour. Depuis toujours, il détricote le réel en le regardant de pied. On l'a donc découvert en virtuose du Rubik's Cube verbal, réinventant les mots avec la poésie de l'absurde. Mais très vite, il s'est imposé comme un acteur d'une vérité, d'une profondeur désarmante. Stéphane de Groot, puisqu'il s'agit de lui bien sûr, est au mieux de son art et de sa forme dans le nouveau film de Fred Cavaillé, une comédie dramatique férocement intelligente, intitulé Le Jeu, et dont le jeu justement risque bien de faire des adeptes désormais dans les dîners en ville. Pour ce film choral, dont la partition est aussi drôle que grinçante, et nous concerne tous d'ailleurs, on va l'évoquer tout à l'heure, Stéphane de Groot est entouré de Bérénice Bejoux, de Vincent Elbaz, Suzanne Clément, Grégory Gadebois, Dora Tillier et Rochdy Sen. Et je le répète, c'est jubilatoire. Europe 1. C'est jubilatoire aussi de vous recevoir, cher Stéphane. C'est une jubilation partagée, sachez-le. Je suis venu il y a 2 ans et j'avais gardé un souvenir particulier de cette émission. C'est vrai? Oui, parce que comme vous le dites très justement, c'est un voyage. Et c'est bien de voyager à côté de quelqu'un qu'on apprécie et d'échanger, de se découvrir en toute intimité, malgré tous ces gens qui nous écoutent. N'est-ce pas? Alors partons en voyage, cher Stéphane. Dans la presse de qualité, pour accrocher les lecteurs, les grands journaux ont des titreurs, c'est-à-dire des auteurs dont le talent s'exprime en créant des titres comme des traits d'esprit. Ainsi, par exemple, les unes de Libération sont souvent mémorables parce qu'elles sont pensées par un titreur qui trouve le gimmick que les autres ne trouvent pas. Alors, je voudrais savoir si au tout début de votre carrière, quand vous passiez des castings avec vos chroniques si magistralement écrites, est-ce que on vous a approché pour ce job étonnant de titreur? Est-ce que ça vous aurait amusé? C'est très marrant que vous me parliez de ça. D'abord, quand vous parlez des titres de Libération, il y a quelques années, j'envoyais de temps en temps des idées de titres à Libération, mais je ne connaissais personne. Et donc j'envoyais ça comme ça en me disant, tiens, quelqu'un va me répondre, et on me répondait pas. Donc ça, c'est très amusant. Et quelques années plus tard, il y a 1 an ou 2 ans, il y a un bouquin qui est sorti sur les titres les plus fameux de Libération. Et ne me dites pas que certains de vos titres... Non, mais on m'a demandé d'écrire la préface, ce que j'ai fait. Incroyable. C'est marrant. Vous voyez, nous sommes connectés. On est déjà connectés. Et ensuite, par exemple, Le Jeu. Il y a un titre principal au-dessus de l'affiche qui dit « Pas de chance, vous avez un message ». En fait, au tout début de l'aventure, la première fois qu'on a communiqué sur le film, j'ai posté « Pas de chance, vous avez un message ». Et puis j'ai mis l'affiche. Et en fait, la production a récupéré vous voyez cette que vous phrase. Êtes titreur. Et dans une ancienne vie, j'ai pratiqué un peu la pub parce que j'aimais bien ça. J'aimais bien les titres, j'aimais bien les slogans, j'aimais bien déjà jouer avec les mots, mais pour une destination différente. Ouais. Et ça m'amusait beaucoup de trouver des formules et des slogans comme ça. Donc vous êtes en plein dans le mille, là. Génial, j'espère que je vais continuer de toucher la cible. Bon, Stéphane de Groot, vous dites avoir toujours, dans la vie vraie, observé le cours des choses de biais. Donc, vous savez, l'expression voir la vérité en face, j'imagine que c'est pas du tout votre truc. On voit vraiment mieux la vie, on voit mieux les gens en se décalant un petit peu. En tout cas, moi, c'est très singulier, c'est pas une généralité, c'est ma manière à moi de voir les choses. Moi, j'aime pas les généralités, j'aime bien les singularités, les individualités et que chacun en fasse sa propre conviction. Moi, la mienne, c'est celle-là. Je suis contre le prosélytisme. Donc moi, c'est la mienne, j'essaie pas de la faire partager par d'autres, mais j'essaie de la faire comprendre. Moi, effectivement, quand je suis dans le train, je vois pas le train, j'ai besoin de descendre du train pour voir le wagon. La montagne, c'est pareil et c'est comme ça pour plein de choses. D'ailleurs, quand on veut apprécier une toile dans un musée, on recule de 3 pas et puis on la regarde de côté. Un diamant, il est biseauté. Bien sûr. Donc j'aime bien voir effectivement les choses de côté. On voit des choses qu'on ne voit pas habituellement, mais je suis toujours relié à la chose parce que j'aime bien évidemment évoluer dans le monde absurde, mais le monde absurde est très ancré dans le réel. Ouais. C'est une manière du surréel. C'est du surréel et c'est surtout de voir le réel d'une autre manière, effectivement de biais, de côté. Alors, cette capacité, j'ai même envie de dire cette propension à voir ce que les autres ne voient pas, vous l'appliquez dans votre métier d'acteur? Alors, j'essaie toujours d'apporter quelque chose à moi de différent et d'avoir un autre point de vue, parce que un réalisateur, c'est quoi? C'est avoir un point de vue. Un acteur, je trouve que c'est aussi d'avoir un point de vue sur un personnage, sur un propos, et donc j'essaie d'y amener mon point de vue. J'aime bien, moi, quand je vais au cinéma, voir l'incarnation d'un rôle par un acteur ou une actrice et de me dire, il y a peut-être que lui qui aurait pu le faire ou que elle qui aurait pu le faire, parce que il y a une singularité, il y a une originalité dans ce que cette personne fait. Et voilà, parce que du coup, ça met en avant le talent de la personne, de ce qu'elle est, en ce sens qu'elle est unique. J'aime bien ça, j'aime bien découvrir des gens uniques, singuliers, originaux.
Je peux vous dire que vous êtes au sommet de votre art, hein, dans le nouveau film de Fred merci, Cavaillé, Le Jeu, plaisir. vraiment. Film qui est une comédie dramatique, je l'ai dit, férocement intelligente, mais drôle en étant grinçante, et qui va vraiment tous nous interpeller. Alors, imaginez, je m'adresse aux auditeurs, imaginez un dîner qui réunit des amis de longue date. Tous, bien évidemment, sont persuadés de se connaître parfaitement. Soudain, la maîtresse de maison, un petit peu agacée par de vagues soupçons qu'elle a sur son mari, vous, lance une idée saugrenue. Chaque convive va déposer son portable sur la table et tous les SMS, tous les mails, tous les appels seront dévoilés au grand jour. Le problème, c'est que le portable aujourd'hui, c'est la boîte noire de chacun. Alors, sincèrement, Stéphane de Groot, est-ce que la vie en société et la vie de couple sont possibles, carrément possibles, dans la transparence absolue ? De nouveau, chacun a sa manière de vivre sa vie de couple, ses amitiés, sa vie du quotidien. Moi, je trouve que la transparence, il y a malgré tout toujours un filtre quand on regarde dehors à travers une vitre. La vitre, elle peut être un peu sale, un peu polie ou impolie, hein, c'est selon. Et du coup, je trouve que la vérité est toujours travestie. C'est quoi la vérité ? Je préfère de vrais mensonges à de fausses vérités, vraiment, parce qu'il y a une forme de conviction dans le faux mensonge, enfin dans le vrai mensonge, et pas toujours dans la vérité. On la biaise, on n'ose pas toujours la proposer comme elle est. Voilà. Donc, je trouve qu'il faut vraiment garder une partie de sa vie intime. Non pas qu'on ait des choses forcément honteuses à cacher, mais on n'a pas toujours tout à montrer. J'aime la nuance. Mais il y a une nuance, c'est comme voir et regarder. Voir, c'est ce qu'on nous donne à observer. Regarder, c'est aller chercher, c'est proactif, c'est aller voir ce qu'on ne voit pas d'un premier œil, d'un premier abord. Et donc il y a une démarche. Et c'est comme pour le portable, c'est de gratter, c'est de trouver quelque chose ou de chercher. On trouve quelque chose qu'on n'avait pas envie de chercher ou inversement. Enfin, on tombe toujours sur un élément qui va nous amener dans une certaine interprétation ou une autre, ou une troisième interprétation. C'est comme les emojis aujourd'hui avec le petit clin d'œil, un petit cœur. Mais ça peut avoir plein de significations. Donc plutôt que de partir dans une complication d'interprétation sujette à 1000 problèmes, je pense qu'il faut effectivement faire un pas de côté et laisser la porte entrouverte. Mais selon vous, est-ce que Bérénice Bejo, qui joue votre épouse et qui propose donc ce jeu vénéneux, a conscience du chaos qu'elle peut déclencher ? Alors dans le chef de son personnage, quand je l'entends parler là de son rôle en promo dans les médias, elle se dit que peut-être que elle voulait provoquer quelque chose dans sa vie. Elle se dit que ça peut avoir des conséquences. Voilà. Après c'est sujet à interprétation. Mais est-ce qu'elle en a conscience ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je sais. Alors déjà avant d'avoir vu le film, je me doute que ce genre de choses peut avoir des conséquences inattendues. Mais forcément. Mais bien sûr, forcément. Vous imaginez, il y a quelques années, il y avait des carnets intimes. Imaginez-vous un dîner où les amis proposent chacun son carnet intime au milieu de la table et de proposer à tout le monde de les lire à haute voix. Ça paraît insensé. Alors pourquoi est-ce qu'on le ferait avec le téléphone alors que ça renferme encore plus d'intimité au niveau des photos, au niveau des pensées, au niveau des projets qu'on peut avoir, au niveau évidemment des messages, des mails et tout ce qui s'ensuit. Donc forcément que ça amène une situation compliqué. Alors cette comédie dramatique de Fred Cavaillé, dont le héros en fait c'est un mouchard magnifique, le téléphone portable, c'est donc un film choral en huis clos avec unité de temps et d'action. Et j'ai appris une chose assez incroyable. Au total, il y a eu 120 heures de scènes filmées, donc 120 heures de rush pour un film qui, une fois monté, dure 1h30. C'est rarissime, non ? Alors, effectivement, Fred Cavaillé, qui vient du thriller, qui est passé par la comédie, s'est dit d'abord, c'est compliqué de tourner un film en huis clos. Avec 7 solistes. Et à table, en l'occurrence. Ouais. Les scènes de table, c'est comme les scènes avec les animaux. Il y a comme ça 2-3 types de scènes qui sont très difficiles à tourner. Parce qu'il faut les varier, il faut les rendre vivantes. Et du coup, il faut des axes différents. Il faut des valeurs. Beaucoup de contre-champs, beaucoup de types de plans différents. Parfois, on tournait et 15 jours plus tard, Fred revoyait les rushs et revenait en arrière en disant il me manque juste une petite attitude. Et nous, on était surpris parce qu'on avait fait 35 fois cette attitude. Non, il avait trouvé la possibilité de le faire dans un axe différent, avec une profondeur différente, avec une petite attitude encore un peu différente. En apparence, on aurait pu penser que ce film se tournerait en 3 semaines, puisqu'on est autour de la table. Donc il suffit de faire 3 fois le tour de la table, de dérouler le film 3 fois avec des valeurs différentes, et c'est en boîte. Et non, en fait, lui, il s'est attaché à nourrir absolument tous les regards. Il voulait rien louper, pas un geste, pas un regard. Comme tout se joue sur des petites phrases, des petites attitudes, un clignement d'œil à son importance dans ce genre de
d'échanges et de tensions. Il s'est nourri de tout ça. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée, ça donne un film aussi dynamique et que ça donne un film et pas une pièce de théâtre. Qui n'est pas du tout du théâtre filmé. Absolument pas. Parce qu'il y a un point de vue de réalisateur, parce que de par sa manière de filmer, il rend la situation totalement immersive. C'est-à-dire que le spectateur a l'impression d'être avec nous à table, ce qui le fait complètement flipper, comme nous, ça nous a fait flipper. Et puis c'est contrebalancé, il y a des contrastes, parce qu'on est très flippé. C'est comme un thriller de comédie. Absolument. Et puis on rit énormément, on se surprend à rire de la situation qui va suivre juste après. Et ce n'est qu'une succession de ce genre de contrastes et d'émotions dans le film. Mais donc Fred, heureusement qu'il avait cette expérience-là, il invente presque un nouveau genre avec ce film. Ouais. Et il faut être très expérimenté pour pouvoir proposer une réalisation comme celle-là. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de rush, parce qu'il y a de la matière. Bon, juste avant de faire une pause, Stéphane de Groot, vous êtes conscient que ce film risque réellement de lancer ce jeu qui donc va consister à mettre tous les portables au cœur de la table pendant un dîner et dévoiler systématiquement tous les textos, tous les appels? Mais en avant-première, on a présenté le film et les gens sont très enthousiastes avant le film à l'idée de se dire qu'ils vont aussi jouer parce qu'ils devinent ce qu'est le film. Et une fois qu'ils ont vu le film et qu'on revient à la fin pour les questions-réponses, il n'y a plus personne évidemment qui veut jouer à ce jeu. Ce jeu, c'est, vous savez, il y a des films comme ça qui font du merchandising où après on peut acheter le jeu du film, la poupée, la peluche, le porte-clés du film et effectivement le jeu. Je pense qu'effectivement là il n'y aura pas de jeu derrière parce que c'est très... Tu veux détruire ton couple, perdre tes amis. Tu veux t'en prendre plein la gueule. C'est en compagnie de Stéphane de Groot qu'on chemine cet après-midi. La balade va être belle. On fait une très courte pause. On se retrouve tout de suite. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité Stéphane de Groot. La comédie la plus réellement jubilatoire de la saison a pour titre Le Jeu. C'est le nouveau film de Fred Cavaillé en salle le 17 octobre avec un casting virtuose. Bérénice Bejo, Vincent Elbaz, Suzanne Clément, Grégory Gadebois, Dora Tillier, Roche Dizem et Stéphane de Groot, mon invité. Alors, cher Stéphane, pourquoi les mecs les plus séduisants s'excusent-ils souvent de leur charme en précisant que enfants, ils étaient laids, gros et dyslexiques? Comment voulez-vous qu'on vous croie? Mais je sais pas, déjà c'est mon côté belge et puis c'est une pudeur qui est placée à cet endroit-là. Bon alors, laid, gros et dyslexique. Oui, tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de faire ce métier. Pour l'être moins, pour être plus grand, plus mince, moins moche et je sais pas. Alors vous êtes né à Bruxelles, votre père était ingénieur chez Texaco et lorsque votre maman s'est remariée, elle a épousé un chercheur dont vous dites qu'il était un personnage aussi brillant que profondément humain. Est-ce que c'est lui le premier qui a compris que vous auriez un destin singulier et qu'il fallait absolument vous faire confiance ? Alors on sait jamais quel destin nous attend, mais ce qu'il avait d'assez fou, enfin de formidable, c'est que j'empruntais un parcours différent, voilà. Et puis il essayait de convaincre ma mère que c'était bien aussi de sortir des sentiers battus, parce qu'il y a des choses à voir en dehors des sentiers. Et alors qu'elle voulait que j'ai un parcours de diplômé. Donc c'est lui le premier qui m'a fait comprendre le fait d'avoir envie de savoir les choses, d'apprendre les choses, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, pour un cancre fini, puisqu'il paraît que c'était votre cas, n'est-ce pas? Vous ne parveniez pas du tout à vous intégrer au schéma scolaire traditionnel. Mais non, parce que j'avais déjà, je pense, cette manière de voir les choses de biais, alors que quand on est à l'école, on doit rentrer dans le rang, au propre comme au figuré. Et ça ne me convenait pas du tout. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé un peu je me suis aménagé ma méthode d'apprentissage, d'écriture. Après, du coup, on est différent, mais il faut être fidèle à cette différence-là pour qu'un jour, peut-être, on la reconnaisse. Et du coup, le jour où ça marche, on vous reconnaît pour ce que vous êtes fondamentalement. Donc, je reprends. Lorsqu'à 18 ans, Stéphane de Groot, vous avez renoncé au lycée, car, je le précise quand même, hein, ça va faire mal, mais il paraît qu'à 18 ans, vous étiez encore à 3 années du bac. Oui. Bon, voilà. Qu'avez-vous fait de vos journées? Parce que vous rêviez d'être pilote de Formule 1, vous rêviez d'être comédien, mais que faisiez-vous de votre peau avant de plonger dans ces vies-là? Je tournais en rond un peu, ce qui m'exerçait pour la course automobile, hein, vous allez me dire. Et puis je gambergeais beaucoup, mais je me nourrissais de cette gamberge. Et puis j'essayais des choses, beaucoup de choses. J'essayais de faire du théâtre déjà en amateur. La ligue d'improvisation, par exemple. La ligue d'improvisation, qui m'a appris énormément, qui m'a appris à appréhender le public, à raconter des histoires, à imaginer des choses, des personnages. Surtout à faire confiance à mon imaginaire, à mon imagination, d'apprendre à ouvrir les portes de l'imagination, de se dire voilà, je vais prendre cette clé-là, je sais pas où elle va me mener, mais elle va me mener dans des univers bizarres et d'accepter ces univers bizarres. Et puis de jouer
jouer avec les mots déjà, la sonorité des mots. Un mot qui en amène un autre, une signification qui en amène une autre. C'est comme ça que j'ai découvert la langue française véritablement. Mais cette ligue d'improvisation qui vous a révélé à vous-même, je trouve assez curieux que finalement, depuis une petite dizaine d'années, on en parle beaucoup moins. Pour quelle raison ? Je pense qu'il y a des modes comme ça, il y a des écoles qui ont été à la mode, il y a des pratiques, des techniques qui ont été à la mode, il y a des gens qui sont à la mode. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Parce que peut-être que les gens ont besoin d'être rassurés par aujourd'hui une formation plus académique, ou d'autres parce qu'il y a une période où les comédiens qu'on voyait, c'était des comédiens qui étaient passés par la télévision, en l'occurrence par Canal+. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des phases comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'avez jamais suivi aucun cours de théâtre. Alors, n'en déplaise aux esprits chagrins, l'instinct et le don valent bien 3 ans de conservatoire ? Alors le don, c'est comme le talent, et j'en appelle à Brel, dont je pense que c'est l'anniversaire de la mort, 40 ans. Brel disait, le talent, ce n'est rien d'autre que d'avoir envie de faire quelque chose. Et tout le reste, c'est du travail. Alors la notion de don, elle est, bon, voilà, on a certaines aptitudes. Mais après, si on la travaille pas à fond, cette aptitude, on est très contrarié, en fait, parce qu'on se dit, tiens, on est capable de le faire, mais pour autant, on réussit pas, on ne parvient pas à en faire un métier ou une activité principale. Mais parce que surtout, il y a 90% de travail. Mais vous avez appris sur le terrain, en fait. Mais quand vous apprenez sur le terrain... Vous avez appris à jouer en jouant. J'ai appris à tout faire en le faisant. Mais du coup, il faut faire beaucoup plus. Alors, tout de même, à 18 ans, on rêve soit d'être comédien, soit d'être pilote de course, rarement des deux à la fois. Vous, si. Est-ce que pour vous, il y avait un dénominateur commun ? En fait, est-ce que ce dénominateur, ça pouvait être jouer au héros, par exemple ? Ah, sûrement. Ce qu'on est quand on est acteur, ce qu'on est quand on est Jackie X. Mais j'aime bien cette référence. N'est-ce pas ? Formidable. Je l'ai bien choisi. Hein. Bravo. Bon. Écoutez, oui, dans la course automobile, il y a beaucoup de liens avec le métier d'acteur, dans la mesure où déjà vous vous déguisez, vous mettez une combinaison, vous mettez l'habit de lumière. Évidemment, pour la comédie, vous mettez votre masque. Il paraît que l'habit de lumière, pour la course automobile, vous l'aviez acheté avant de commencer votre formation de pilote. Oui, c'est ça. Je me préparais déjà et je m'exerçais dans ma baignoire, sans eau. Mais j'avais acheté une c'est combinaison. Un baquet comme un autre. Hein. C'est un baquet exactement Voilà. comme un autre. Il va moins vite. Mais et donc j'avais ça. Et puis les tribunes qui sont pleines de monde, c'est un peu le public que vous retrouvez au théâtre. L'adrénaline au départ de ce rideau qui va se lever, c'est le feu rouge qui passe au vert. Et puis c'est se dépasser en permanence. Et surtout, cette expérience de course automobile m'a permis d'appréhender le métier de comédien d'une autre manière aussi. C'est-à-dire que cette école d'humilité du sport m'a servi dans mon métier de comédien. Donc Stéphane de Groot, pilote, vous l'êtes devenu jusqu'aux portes de la Formule 1 d'ailleurs, puisque vous avez été professionnel, on dit en F3, on dit pas F3000. C'était F3000, oui, parce que la F3 c'est encore une autre catégorie. Ah d'accord, en F3000 sur les plus grands circuits, pendant 15 ans, bon, d'ailleurs vous avez été champion de Belgique dans différentes catégories, mais pour ça, vous avez d'abord beaucoup cuisiné de raviolis. Alors je sais, ça ressemble à une phrase codée, c'est très mystérieux, mais on va tout expliquer à nos amis auditeurs dans un court instant. On fait une pause, on retrouve Stéphane de Groot. Et l'invité d'Isabelle Morizet, c'est Stéphane de Groot. On est gâtés cet après-midi puisqu'on se balade en compagnie de Stéphane de Groot à l'affiche du nouveau film de Fred Cavaillé qui sort le 17 octobre intitulé Le Jeu. Alors cher Stéphane, c'est un énorme investissement, une formation de pilote automobile quand on rêve d'accéder à la Formule 1 ? Ah oui, c'est considérable, ça coûte un argent fou, c'est un investissement en temps, en argent, en conditions physiques, en plein de choses. La compétition de haut niveau réclame beaucoup de choses. Et tout ça m'a servi plus tard. Tout, l'entraînement, le conditionnement, le fait de vouloir arriver quelque part. Mais à quel âge en moyenne démarrent en fait ceux qu'on retrouvera en pilote professionnel sur les plus grands circuits ? Aujourd'hui, c'est très tôt. C'est-à-dire que les grands teams vont voir les jeunes pousses, les pilotes de karting, très tôt. Mais je crois qu'à l'âge de 12-13 ans, ils vont déjà essayer de repérer les futurs grands pilotes. 12-13 ans. Ah oui, tout a été très, très, très fortement rajeuni. Aujourd'hui, si à 25 ans, 23 ans, vous n'êtes pas en Formule 1, c'est déjà mal barré. Donc, il paraît que si vous n'êtes pas arrivé jusqu'en Formule 1, justement, Stéphane de Groot, bien que vous ayez fait toute la filière monoplace jusqu'en F3000 et que vous ayez été champion de Belgique dans différentes catégories, c'est dû au fait que, j'ai envie de dire, vous avez pris un petit peu de retard à l'allumage. En fait, vous avez commencé un poil trop vieux.
J'ai commencé trop vieux, et puis je pense que j'étais déjà programmé pour être acteur. J'étais pilote parce que j'aimais ça et ça m'excitait. Donc je me suis dit, si ça m'excite, il n'y a pas de raison que je le fasse pas, parce que je suis un boulimique de la vie, de tout ce qu'on peut faire. Donc pour moi, c'était une corde en plus à exploiter. Mais fondamentalement, je pense que j'étais fait pour être acteur. Et d'ailleurs, les premières courses que je disputais, je gagnais pas, j'allais pas très vite parce que moi, ça me suffisait d'être pilote. Mais après, on m'a dit, mais il faut gagner maintenant. J'ai dit, oui, c'est vrai. Il paraît que vous n'étiez pas en fait en compétition, vous conduisiez. Exactement. Et j'étais déjà très content d'avoir un casque et de pouvoir sortir de ma baignoire. Et puis j'ai compris que c'était autre chose et j'y ai pris goût dans un deuxième temps. Voilà. Alors, il faut dire que votre formation de pilote de course, Stéphane de Groot, vous l'avez financée, puisque effectivement c'est très très onéreux, franchement de la manière la plus inattendue qui soit. Comme vous avez un vrai talent de cuisinier, vous avez proposé, paraît-il, un jour, à un copain qui avait plusieurs restaurants dans Bruxelles, vous lui avez proposé de fournir chaque jour des plats de raviolis farcis mijotés par vos soins. Ce copain a accepté et comme ça marchait du feu de Dieu, il a même fallu en livrer de plus en plus. Mais comment vous vous êtes organisé? Parce que vous n'aviez pas vos fourneaux de restaurateurs, vous viviez encore chez vos parents, ça s'est passé comment? Je faisais ça dans la cuisine de mes parents et au début j'ai commencé par une portion, comme ça pour lui faire goûter, et puis il m'a dit mais c'est super bon, est-ce que tu peux en faire plus? Puis je suis passé à 5 portions, 10 portions, puis j'ai été prospecté d'autres restaurants, mais en même temps je prenais des cours dans une école privée parce que comme je m'étais fait virer de toutes les autres écoles et que ça devenait n'importe quoi, c'était la catastrophe moi, la scolarité. J'arrivais de plus en plus tard le matin dans cette école privée après avoir livré mes raviolis et j'étais plein de farine. Donc lui il pensait que je faisais du commerce de coke et pas du tout, je sniffais pas du tout la coke, je sniffais des raviolis et c'était une période particulière. Et en plus il a un talent de scénariste absolument extraordinaire. Non mais attendez, des raviolis pour financer une formation de pilote professionnel, il faut quand même en vendre combien de milliers de portions par semaine? C'est surtout que ça me permettait de payer mon école de pilotage, parce que j'étais faire une école de pilotage que je n'ai pas terminée d'ailleurs, comme toutes les écoles que j'ai pu faire. C'est juste que ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, d'avoir un peu d'argent pour démarrer. Et après, j'ai des rencontres, notamment un pilote belge de Formule 1 qui s'appelle Eric Van de Poel, qui m'a pris par la main, qui m'a fait découvrir le milieu, les contacts, les gens, le mode de fonctionnement. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu-là qui est très fermé aussi. C'est une question de rencontre permanente, ma vie. Voilà, mais vous auriez pu finir restaurateur? Non, pas du tout. Oh, peut-être, parce que c'est vraiment une passion. Peut-être qu'un jour, je finirai restaurateur. J'adore ça. Mais oui, ça a été la porte d'entrée à cet univers-là et à tout ce qui est venu par après, parce que la course, le fait d'avoir été médiatisé un peu en Belgique par rapport à tout ça, ça m'a permis d'être repéré par des producteurs belges de télé. Puis j'ai fait un peu de télé dans des fonctions très différentes, et puis un téléfilm, et puis un film pour le cinéma. Enfin, en fait, c'est par la course, en fait, c'est par le ravioli que j'y suis arrivé à la farce. Europe 1. Oh bon, écoutez, cette chute est trop belle, je la garde. On fait une courte pause. On retrouve tout de suite Stéphane de Groot cet après-midi, mon invité, qui est à l'affiche du nouveau film, comédie dramatique de Fred Cavaillé, Le Jeu. À tout de suite. Non, ça marche pas à tous les coups. Stéphane de Groot a eu plusieurs vies. Isabelle Morizet retrace son parcours jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Bon, ce garçon n'a pas fini de nous surprendre. D'abord, il est irrésistible dans le nouveau film de Fred Cavaillé, Le Jeu, en salle le 17 octobre. Comédie chorale, au casting explosif, mais dont la star est peut-être ce mouchard magnifique qu'est le téléphone portable, notre petite boîte noire perso. Ensuite, comme il a eu plusieurs vies, et pas des moindres, la balade avec lui, Stéphane de Groot, est un vrai voyage. Alors, cher Stéphane, on évoquait à l'instant votre première vie de coureur automobile, pilote en F3000 et champion de Belgique dans différentes catégories. Est-ce que vous êtes guéri de la vitesse ou pas? De la vitesse, non. Non. D'ailleurs, dans la vie, tout doit aller très vite. Je suis terriblement impatient. C'est vrai. Mais vous continuez de vous rendre sur des circuits, de participer à des courses, vous pilotez encore? Alors, j'ai plus le temps, vraiment, mais j'ai toujours ça. Le virus de la compétition ne vous lâche pas. Donc là, j'ai des projets de course. C'est vrai? Oui, j'ai très envie d'y retourner, de remettre mon casque et d'y aller. On peut savoir lesquels? Je suis vraiment en discussion. Là, il se trouve que je suis ambassadeur Mercedes, donc je discute avec eux dans la perspective de me retrouver sur un... Perspective, c'est pas facile à dire. Dans la perspective de me retrouver un jour sur un circuit de nouveau. Bon, vous roulez comment en région parisienne, Stéphane de Groot, où la vitesse ne doit pas excéder 50, voire, et de plus en plus souvent d'ailleurs, 30 km/h? Ah non, mais là, j'ai découvert un nouveau mode de locomotion qui est juste formidable. C'est la trottinette qu'on peut choper à n'importe quel coin de rue. Non. Ah, je suis venu en trottinette là maintenant. Non. Oui. Alors parfois on n'en trouve pas, du coup j'arrive pas, du tout, voire jamais, parce que ça commence à très bien fonctionner ce genre de choses et donc elles sont prises d'assaut tout de suite. Mais trottinette électrique bien sûr. Oui. Et sinon en voiture, non. Paris voiture, non. Et sinon en moto. J'aime beaucoup la moto aussi. On vous a déjà proposé le Dakar?
Alors oui, il était question de faire le Dakar, figurez-vous, avec Danny Boone. Parce qu'on avait proposé le Dakar il y a 3-4 ans à Danny Boone. Et puis comme il pouvait pas le faire, on me l'a proposé à moi, ce volant. Je pouvais pas le faire non plus. Et puis on s'est dit, mais un jour, on va faire ça à deux. On va se rendre disponibles tous les deux. Mais il faut que les agendas des deux fonctionnent. Voilà, ce qui est un petit peu compliqué. Je pense que c'est plus compliqué que de faire le Dakar. se mettre Dakar. Se mettre Dakar. Bon, Stéphane de Groot, il paraît que c'est vous qui avez appris à piloter à la fille du grand Jackie X. Alors c'est drôle que vous me parliez de ça aujourd'hui, parce que là j'ai failli prendre un café avec Larissa, qui est l'autre fille de Jackie X. Oui, Vanina. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais gagné un championnat en Belgique avec BMW, et l'année d'après, BMW m'a proposé d'avoir une coéquipière en la personne de Vanina X. Et pour moi, c'était quelque chose d'énorme, parce que quand j'étais petit et que je me baladais sur la plage de Knokke-le-Zout, à la mer du Nord, en Belgique, je voyais Jackie X avec sa femme et ses enfants, et il me faisait penser à cette image de la famille Kennedy. C'était quelque chose d'assez formidable, d'assez irréel, représentatif d'une époque, et cette image m'a toujours poursuivi. Et le jour où on m'a proposé effectivement de parrainer, d'accompagner Vanina, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et à partir du moment où j'ai rencontré Jackie X, mon rêve, une partie de mon rêve s'était exaucé. C'est un homme absolument formidable, que je croise que de temps en temps, et c'est chaque fois la même émotion. Vous dites que quand vous le croisiez justement sur la plage de Knokke-le-Zout, vous aviez le sentiment comme ça, ado, que soudain, comme un peu une carte postale, c'était John Kennedy en famille qui se promenait. Oui, et du coup cet univers-là me paraissait tellement inaccessible. J'arrivais pas à le toucher, je savais pas par quelle était la porte d'entrée à cet univers-là, ou à quel moment ça pouvait prêter le flanc au fait de pouvoir toucher, tâter un peu de près tout ça. Et ça me paraissait impossible. Et donc le jour où ça a été possible, je trouvais ça irréel. Vous voyez, la réalité, franchement. Bon, Stéphane de Groot, quand on pilote, on est un compétiteur qui doit absolument passer en tête. Quand on joue la comédie, on doit partager et faire circuler la parole dans un esprit de troupe. Alors comment vous y êtes pris, quand vous êtes devenu comédien, pour intégrer cette notion qui est en fait exactement l'inverse de celle qui régissait votre premier métier? C'était un apprentissage. Même si ce sont des métiers autocentrés, les deux, pilote de course automobile et acteur. Oui, alors tout à fait. Au début, quand je faisais de l'impro, par exemple, je ne construisais pas d'histoire. J'arrivais sur la patinoire, parce que, en fait, un match d'impro, c'est une confrontation dans un carré, une espèce de scène aménagée, avec deux équipes. Et il fallait absolument que je monte sur cette fameuse patinoire pour marquer le coup, pour exister, pour être, a priori, entre guillemets, le meilleur. Sur une scène de théâtre, quand j'ai commencé le théâtre, je me mettais d'une certaine manière pour qu'on ne voit que moi. J'étais encore dans le schéma de gagner quelque chose. Il fallait que je sois le premier, ce qui est ridicule au cinéma et au théâtre. Il n'y a pas de premier, il y a à faire, point barre. Donc ça a été un apprentissage. Et petit à petit, c'est venu, petit à petit, j'ai compris ça. Et aujourd'hui, paradoxalement, le fait d'être en lumière, j'ai tendance à faire un pas de côté, de nouveau, pour me mettre un peu plus à l'ombre. Cette lumière que j'ai recherchée, une fois que je l'ai obtenue, je me suis un peu protégé de cette lumière qui peut être très aveuglante. Et voilà. Et donc, quand on fait un film choral, ça prend tout son sens, parce que là, de nouveau, j'ai rapatrié ce que j'avais appris à l'impro, parce que c'est ça qu'on apprend à l'impro. C'est assez basique, c'est d'écouter et de regarder. Et ce sont les deux choses les plus fondamentales, en fait, dans la comédie. Les meilleurs acteurs, en fait, sont ceux qui savent écouter et regarder. Absolument. Et dans un film choral, vous mettez ça en pratique. Vous regardez les autres, vous les écoutez, et puis ça va tout seul. Et au théâtre, c'est pareil. Alors, pilote de course et acteur, je disais à l'instant que c'était des métiers autocentrés, mais ça peut donner des merveilles. Je pense à Steve McQueen et je pense à Jean-Louis Trintignant. Vous l'avez rencontré sur des circuits, Trintignant? Alors quand j'étais petit, j'allais le voir à Spa-Francorchamps, j'allais le voir derrière les grillages, et ça m'a produit le même effet qu'avec Jackie X, en me disant c'est un acteur. Quel acteur? Jean-Louis Trintignant, mais c'est un pilote aussi. Et pour moi, c'était de nouveau totalement surréaliste de voir ce personnage-là devant moi, en me disant, est-ce qu'un jour, peut-être, je serai comme lui? Non, ce n'est pas possible. Et puis des années plus tard... C'était comme le prolongement, en fait, du tournage d'un homme et une femme, quoi. Oui, c'était tellement de choses, tellement éloigné. Il était lunaire pour moi. Comme j'avais pas de fusée, je me suis dit, jamais je pourrais atteindre ce genre de choses. Et puis des années plus tard, je suis devenu pilote de course, puis j'ai commencé à être comédien, et le premier film que j'ai tourné, pour Francis Giraud. Francis Giraud avait réalisé Le Bon Plaisir avec Jean-Louis Trintignant. Oui. Et en fait, entre ma dernière course automobile à Spa-Francorchamps et mon premier film avec Francis Giraud, Jean-Louis Trintignant jouait au théâtre à Paris. Oui. Et je me suis dit, je peux pas louper cette occasion-là. Donc j'étais le voir au théâtre, puis j'étais dans sa loge, je me suis présenté. Il n'a pas pris la mesure de ce qu'il représentait pour moi. Je lui ai juste dit... parce que c'est un homme très très humble.
Mais c'est un homme extraordinaire. Et je lui ai dit, voilà, je vais faire mon premier film au cinéma avec Francis Giraud. Il a à moitié écouté. Et puis je lui ai dit, je viens de Spa-Francorchamps. Et là, il m'a fait rentrer dans sa loge. Et on a discuté pendant 45 minutes. Alors, finalement, même si on est acteur, quand on a été pilote de course, on le reste à jamais, c'est ça? Mais parce que ça nous ramène à l'enfance. On joue aux petites voitures. Et donc dès qu'il y a un élément qui nous rapatrie dans cet univers d'enfance, c'est plus qu'une Madeleine. Et quand je suis venu avec ces histoires de petites voitures, j'avais un enfant en face de moi et moi-même j'étais toujours cet enfant-là. Et donc on était comme deux gamins à parler de nos jouets. Mais alors là, on parle un peu du temps d'avant parce que aujourd'hui, ça se passe différemment, Stéphane de Groot. Est-ce que finalement tous les pilotes de course du temps d'avant n'étaient pas à leur façon des acteurs, ce que ne sont pas les pilotes actuels? En tout cas, c'était des personnages flamboyants, c'était des personnalités fortes. C'est un peu, alors c'est pas que c'était mieux avant, c'était autre chose. Moi, c'est pareil quand je regarde le tennis. Je préférais voir le tennis avec McEnroe qui cassait sa raquette, avec Gerulaitis, avec Borg, avec cette génération-là, de bonhommes. C'était des bonhommes, quoi. Jouer au-delà du jeu. Ils jouaient au-delà du jeu, ils en avaient rien à faire de ce qu'on pouvait penser d'eux. Il n'y avait pas le marketing, il n'y avait pas ce cadre policé comme on peut l'avoir aujourd'hui. Alors certes, aujourd'hui, ce sont des athlètes hors normes, mais je trouve que ça a perdu de son charme. Europe 1. Stéphane de Groot excelle dans le nouveau film de Fred Cavaillé, Le Jeu, en salle le 17 octobre, dont le sujet va faire date. Ce film est vraiment jubilatoire, car il ne s'agit pas d'une comédie de plus, non, mais vraiment d'une partition brillante, féroce, interpellante. Stéphane de Groot est mon invité, et on va poursuivre la balade dans un court instant. À tout de suite. Il est belge, il est comédien et il est l'invité d'Isabelle Morizet. Cet après-midi, Stéphane de Groot se raconte sur Europe 1. Stéphane de Groot, vous êtes belge. Or, vous dites, la Belgique n'est pas un pays. La Belgique est un état d'esprit. Au pluriel. Voilà, au pluriel. Alors lesquels? Mais on parlait de Brel là tout à l'heure. On parle souvent du siècle des Lumières en France. Mais Brel, pour moi, ça a été une lumière qui va me poursuivre pendant des siècles. Parce que nous, Belges, nous sommes des gens qui vivons d'une certaine manière. On regarde ce qui se passe à l'extérieur, parce que ce qui se passe chez nous, ça se passe en notre fort intérieur. On a une forme d'humilité, une confiance en soi qui est relative. On ne revendique pas trop les choses. On n'a pas cette fierté que d'autres peuvent avoir, notamment en France. Aux États-Unis, il y a des gens qui s'expriment par rapport à leur pays, et nous, on n'a pas tellement ça. On traverse la vie comme ça, très content d'être belge, certes, mais voilà. Et donc, il y a des esprits comme Brel, et puis des acteurs, puis des auteurs. Il y a des gens comme ça, et souvent, on découvre après coup qu'ils sont belges ou qu'ils étaient belges. Voilà. Mais vous dites donc appartenir à un peuple bonhomme, mais singulier, avec un goût certain pour le surréalisme. Pourquoi est-ce inhérent à la Belgique, le surréalisme? Pour avoir une réalité peut-être plus excitante que ce qu'elle n'est. C'est pour réinventer quelque chose, c'est pour de nouveau voir les choses de biais. Alors, je pense que ce qui nous unit à la France, c'est la langue. Mais c'est un leurre, parce que l'esprit, je pense qu'on est plus proche de l'esprit anglais que de l'esprit français. En France, on a... Dans cette forme d'humour. Dans toutes les formes d'ailleurs. Oui. En France, on a besoin d'exprimer les choses, de descendre dans la rue, de s'exprimer, de parler fort. Vous avez des tribuns. On n'a pas vraiment de tribuns en Belgique. Et nous, tout ne doit pas être dit tout le temps. On a le culte du hiatus, du comprenne qui pourra, du second degré. Voilà. Donc c'est une forme de culture qui effectivement est proche de celle des Anglo-Saxons. En tout cas, la créativité décalée des Belges leur donne de sacrés ambassadeurs. Stromae, François Damiens, Dries Van Noten pour la mode, Virginie Efira, les frères Dardenne, Benoît Poelvoorde, bien sûr. Même d'ailleurs, la nouvelle star de la pop en France est belge, Angèle. Formidable, Angèle. N'est-ce pas? Formidable. Et je parle pas de tous les anciens, parce que bien évidemment, vous avez évoqué Brel tout à l'heure. Bon, il était le père au niveau des temps modernes pour ça. Mais pourquoi ce pays au ciel bas et brumeux nous donne autant d'artistes? Est-ce que c'est lié au surréalisme qu'on évoquait tout à l'heure? Mais parce qu'il est bas justement ce ciel et qu'on veut aller voir ce qu'il y a au-dessus. Et d'ailleurs, à propos de ciel bas, Magritte a peint ces nuages de manière merveilleuse. Je pense qu'on veut effectivement faire exploser le plafond qui n'est pas un plafond de verre, mais un plafond de brume gris, et de le rendre justement plus vert et plus bleu. On essaie de mettre de la couleur dans tout ça. Et vous savez, par exemple, par rapport à mon métier d'acteur, il n'y a pas d'agent en Belgique. Voilà. Il n'y a pas d'agent? Non, c'est nous qui gérons nous-mêmes les contacts avec les réalisateurs ou autres. Bon, maintenant je suis en France et j'ai un agent en France et je travaille professionnellement essentiellement en France. Mais en Belgique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'industrie véritablement, il n'y a pas de magazine People, il n'y a pas tout ça. Stéphane de Groot, je vous ai entendu dire un jour qu'un Belge,
c'est un Français qui a réussi. Ce serait pas sympa pour les Belges de dire qu'un Français, c'est un Belge qui a réussi. Mais cette sortie, vous l'avez eue à cause de tous les Français en exil fiscal qui prennent d'assaut la Belgique, c'est pour ça? Non, c'est parce qu'on me demandait souvent c'est quoi un Belge. Alors j'essaie de trouver une explication, c'est quoi un Belge? C'est pas uniquement un mec qui mange des frites et qui fait cuire des choux de Bruxelles. Coluche leur a fait du mal d'ailleurs. Hein. Bon, c'est de l'histoire ancienne, mais vous avez remarqué que depuis, justement, depuis Poulvord, les frères Dardenne et tous ces gens qui ont été remarqués et qui sont d'ailleurs remarquables, il n'y a plus beaucoup de blagues sur les Belges qui circulent. Il y en a plus du tout même. Non. Du tout. Bon, alors, les 3 régions rivales de la Belgique, vous les connaissez très bien, Stéphane de Groot. Vous êtes né à Bruxelles, vous avez passé votre enfance en Flandre et votre adolescence en Wallonie. Est-ce que parfois la petite musique d'un semblant d'accent belge s'accroche à votre diction? Ah oui, mais encore hier soir, je fêtais la sortie, enfin l'avant-première du film. Et dès que j'ai pris un verre de trop, j'ai mon accent qui revient. Ah, c'est avec le verre de trop. Parfois, de temps en temps, il y a ça. Oui. Fait que très vite, j'ai travaillé en France et donc forcément l'accent belge, ça fonctionne pas. C'était rodé. Oui, et c'était érodé. Et puis j'aime bien moi l'accent français. Je me sens très proche de la culture française à ce niveau-là, sur l'écriture, sur la langue, sur la faculté que les Français ont à s'exprimer en privé ou en public d'ailleurs. Il y a une forme d'éloquence que je trouve admirable. Le choix des mots aussi. Donc oui, j'ai perdu cet accent avec malgré tout ces 3 régions, parce que vous avez des accents très marqués à Liège. Vous n'avez pas le même accent qu'à Namur, Ouais. ni le même accent qu'à Bruxelles d'ailleurs, et encore moins que l'accent flamand avec une sonorité très particulière. Bon, on fait une pause, on retrouve tout de suite Stéphane de Groot. Et oui, ça va vite. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Suite et fin, on retrouve tout de suite Isabelle Morizet et son invité. Stéphane de Groot, vos livres de chroniques Voyage en Absurdie et le livre de la jungle étaient des petits miracles de poésie surréaliste, pleine d'une fantaisie jubilatoire. Or, j'ai appris que vous écrivez assez souvent sur la mort, en fait. Oui. Les questions existentielles vous taraudent. Ah oui, parce que parler de la mort, c'est parler de la vie. D'une certaine manière. Oui. Et l'autre jour, par exemple, il y avait une journaliste du Monde qui me demandait de lui proposer une phrase qui serait mon épitaphe. Oui. Et qu'avez-vous répondu? Et j'ai répondu phrase terminale. Phrase terminale. Formidable. Bon, alors justement, on parle d'épitaphe. Cet été, au cimetière du Père-Lachaise, vous êtes allé voir la sépulture de Pierre Desproges. Comment vous savez ça? Mais oui. C'est lui qui vous l'a dit? Je suis connectée aux esprits. Et il paraît que quelqu'un, alors que vous déambuliez comme ça au Père-Lachaise, quelqu'un vous a lancé alors on est en repérage. Oui, c'est une phrase que j'ai trouvée. Voilà, formidable. Mais c'est irrésistible. C'est formidable cette phrase. Effectivement, je déambulais là parce que puisqu'on peut plus les voir sur scène, on va les voir au cimetière, tous ces gens-là. Alors, il est vrai que Pierre Desproges est le seul locataire du Père-Lachaise à avoir eu ses cendres dispersées sur un carré d'herbe verte. C'est ce que m'a dit ce passant qui s'est révélé être un guide du dimanche. Ouais. C'est lui qui m'a sorti cette phrase. Et donc il m'a embarqué et il m'a raconté ça. Oui. Et d'ailleurs, Desproges voulait être, je crois, proche de Chopin. Et effectivement, je me suis retourné et il y avait la tombe de Chopin. Donc ça veut dire que, franchement, la poésie du lyrisme est plus forte que tout. Desproges qui demande à reposer en face de la tombe de Chopin. Oui, il y a toujours un plus grand que soi. Desproges voulait être près de Chopin, Chopin voulait probablement être à côté de je sais pas qui. Mais oui, jusque-là, dans la tombe, on veut se rapprocher des gens qu'on admire et qu'on aime. Mais Desproges était singulier. Desproges. Singulier, comme vous l'êtes, vous aussi, Stéphane de Groot. Alors, le virtuose des mots que vous êtes va bientôt s'attaquer à l'image, en fait, en grand format. Je voudrais savoir s'il prend forme, le projet de ce premier film en tant que réalisateur, dont le sujet, paraît-il, tournera autour de la parole, du langage. Alors ça, c'est mon premier projet. C'était le projet principal sur lequel... ça veut dire que pour l'instant, il est au repos. Il est au repos pour la raison suivante. C'est que j'ai joué au théâtre il y a 2 ans avec Bérénice Bejo, une pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière qui s'appelait Tout ce que vous voulez. Et comme pour le prénom, l'idée c'était d'en faire un film derrière. Il se trouve que moi j'avais fait 2 courts-métrages et que je travaille sur mon film en tant que réalisateur. Et puis voyant que ce projet ne trouvait pas de réalisateur parce qu'il y a un problème de calendrier pour certains, d'envie pour d'autres, je me suis proposé de réaliser moi-même ce film, puisque j'avais pratiqué cette pièce en création à Paris et en tournée. Et donc j'ai dit aux auteurs et aux producteurs, j'ai dit mais moi, je vais la réaliser cette pièce.
Et donc voilà, je suis parti sur ce projet depuis le début de l'été, où je suis en train d'adapter l'écriture théâtrale pour en faire un film et que je réaliserai dès que je serai prêt. Donc ça sera la 3e, 4e, 5e, parce que vous êtes aussi un auteur, mais bon, pilote de course, acteur, auteur, allez, 4e vie, réalisateur, Stéphane de Groot. Oui, en réalisant mes courts-métrages, je me suis rendu compte que... dont certains produits par Danny Boone d'ailleurs. Le premier, ouais. Palais de justesse, c'est Danny qui l'a produit, et dans lequel il joue d'ailleurs. Ce qui est particulier quand vous réalisez votre premier film et que vous devez diriger Danny Boone. Donc ça veut dire que là vous êtes aguerri, plus rien ne peut vous impressionner. Mais si, parce qu'en fait ce type est formidable, c'est-à-dire qu'il est d'une simplicité folle, il y avait rien à faire. Ouais. Donc je suis pas aguerri, je vais sûrement retrouver plus tard dans une carrière de réalisateur que j'espère foisonnante, parce que j'adore ça. Je vais sûrement rencontrer des gens bien plus compliqués que lui. Stéphane de Groot. Il a plutôt bien réussi, le cancre qui a été fait il y a peu chevalier des arts et lettres. C'est quelque chose qui Vous êtes chevalier des arts et lettres. Oui, et pourtant je suis très mauvais cavalier. J'étais très touché. Alors on parle des récompenses, tout ça, il y a plein de récompenses moi qui me sont un peu indifférentes, et d'ailleurs les coupes que j'ai pu gagner dans ma carrière automobile, je les donne. Vous ne dites pas que vous les avez égarées en route. Elles sont dans la cave, elles sont cachées, je suis en train de les jeter, enfin ça n'a de la valeur que sur le moment, vraiment. Ouais. C'est juste un marqueur, un tenté, mais d'en faire un trophée et de l'embarquer partout, je trouve ça assez... Je trouve que c'est pas très utile, parce que du coup on s'embarrasse de beaucoup de choses et votre vie devient lourde et pesante, parce que ça résonne comme une casserole à un moment donné, les coupes et les médailles d'ailleurs. Mais celle-ci, pourquoi ça m'a touché? Parce que je suis belge, comme vous le savez, et que la France me faisait l'honneur de cette observation quant à mon amour des mots, de la langue française. Et j'en étais très heureux et j'en suis très fier. Très fier parce que j'aime cette France qui a fait en sorte que je puisse exister en tant que comédien, en tant qu'auteur. C'est ici que j'ai grandi. J'ai grandi en Belgique, mais j'ai eu une deuxième naissance ici en France. Et cette distinction a permis de comprendre peut-être que j'avais été distingué à un moment donné. Les Français vont être très sensibles à cette déclaration d'affection. Hein. Alors, ils seraient coupables de ne pas aller voir en salle, dès le 17 octobre, Le Jeu, la nouvelle comédie dramatique de Fred Cavaillé. Car dans le genre, c'est franchement ce que le cinéma français sait produire de meilleur, avec un casting virtuose, bien évidemment... au milieu duquel, j'ai envie de dire, règne, trône Stéphane de Groot, qui était cet après-midi notre invité. Non, merci d'être la personne magnifique que vous êtes. Oh, mais vraiment, ça me touche. Je vous dis à très bientôt. Oui, à tout de suite.